Mon oncle disait que j'étais une honte pour la famille jusqu'à ce que je retrouve sa fille disparue vivante. Mon oncle Laurent m'a dit que j'avais sali le nom de la famille pendant le dîner de Thanksgiving devant 37 parents. Sa voix était assez forte pour que les conversations s'arrêtent à toutes les tables dans la maison de ma grand-mère. Il buvait depuis midi, du bourbon sec avec des glaçons qui tintaient contre le cristal quand il gesticulait avec son verre vers moi. Il a dit que mon père aurait eu honte de ce que j'étais devenu, que abandonner mes études de droit pour devenir détective privé était une insulte envers 3 générations d'avocats qui avaient bâti notre réputation. Il a dit que je poursuivais des théories du complot et des affaires de divorce au lieu de faire un vrai travail qui comptait. Ma tante Philippine lui avait touché le bras, essayant de le calmer, mais il l'avait repoussé et avait continué. Il avait dit que le nom des Harrington signifiait quelque chose dans cette ville, que les juges, les politiciens et les leaders économiques nous respectaient et que je traînais cet héritage dans la boue en travaillant pour des criminels et des tricheurs. J'étais parti avant le dessert pour regagner mon studio situé au-dessus d'un prêteur sur gage dans le quartier Est où le nom des Harrington ne signifiait absolument rien. Mon téléphone avait vibré avec des textos de cousins disant que l'oncle Laurent était ivre et ne le pensait pas. Mais je l'avais entendu faire le même discours sobre aux funérailles de mon père 2 ans plus tôt. Laurent avait été très clair à ce moment-là. J'étais une déception. Que quitter la faculté de droit Colia après un seul semestre prouvait que je n'avais ni la discipline ni l'intelligence pour perpétuer la tradition familiale. Peu importait que j'ai arrêté parce que les prêts étudiants me noyaient et que les dettes de jeu de mon père avaient englouti chaque dollar de l'héritage que j'attendais. Peu importait que l'enquête privée me permette d'utiliser les compétences de recherche que j'avais réellement appréciées à la faculté de droit sans la dette écrasante. Laurent ne voyait que l'échec et la honte. L'appel est arrivé à 2h13 du matin, 3 jours après Thanksgiving. Je dormais depuis peut-être 1 heure, ayant passé la majeure partie de la nuit à examiner des enregistrements de surveillance pour une affaire de fraude aux accidents du travail. L'écran du téléphone affichait le numéro de ma tante Philippine et j'avais répondu en m'attendant à une urgence familiale concernant ma grand-mère. Au lieu de cela, Philippine pleurait si fort que je pouvais à peine comprendre ses mots. Elle a dit que Vanessa avait disparu, que sa fille de 17 ans n'était pas rentrée de l'école, que son téléphone passait directement sur la messagerie. Elle a dit que la police était impliquée, mais qu'il traitait cela comme une fugue, leur disant d'attendre 24 heures avant de déposer une plainte. Elle m'a supplié de l'aider à retrouver sa nièce parce qu'elle savait que j'avais des connexions, des ressources que la police n'avait pas, qui pouvaient commencer à chercher immédiatement. J'ai demandé si Laurent savait qu'elle m'appelait, et il y avait eu un long silence avant que Philippine ne réponde non, qu'il lui avait interdit de me contacter pour quoi que ce soit. Elle a dit qu'il était tellement en colère à cause de la disparition de Vanessa qu'il ne réfléchissait pas clairement, qu'il avait passé des heures à crier après la police, à parler de leur incompétence au lieu de vraiment aider aux recherches. Elle a dit qu'elle se fichait de ce que pensait Laurent désormais, que retrouver Vanessa importait plus que les politiques familiales. Je lui ai dit de m'envoyer tout ce qu'elle avait, chaque photo, chaque détail sur la dernière localisation connue de Vanessa, chaque nom d'amis, de professeur et de toute personne que Vanessa avait mentionné récemment. J'ai dit que je commencerais immédiatement, même si Laurent me poursuivrait probablement en justice pour ingérence. Les fichiers sont arrivés en quelques minutes. Vanessa Harrington, 17 ans, élève brillante à l'Académie Riverside Preparatory, capitaine de l'équipe de débat, admission anticipée à Princeton, déjà acquise. Dernière vue quittant l'école, à 15h15, lundi après-midi. Capturée par une caméra de sécurité, montant dans une berline argentée qui n'appartenait à personne de la famille. Son téléphone avait émis un signal près de l'autoroute vers 16h30, puis était complètement tombé dans le silence. Aucune activité sur les réseaux sociaux depuis lundi matin. Aucun achat par carte de crédit, aucun contact avec aucun de ses amis connus, tout simplement disparu comme si elle avait été effacée de l'existence. J'ai fait apparaître l'enregistrement de sécurité que Philippine avait d'une manière ou d'une autre obtenu de l'école. L'horodatage montrait Vanessa traversant le parking avec son sac à dos, regardant son téléphone. Une Toyota Camry argentée s'était arrêtée près d'elle et elle y était montée de son plein gré. Aucun signe de lutte ou d'hésitation. Je ne pouvais pas voir clairement le conducteur à travers les vitres teintées, mais Vanessa avait souri quand la portière s'était ouverte, comme si elle reconnaissait la personne à l'intérieur. Ce détail comptait. Elle n'avait pas été enlevée dans la rue par un inconnu. Elle était partie volontairement avec quelqu'un qu'elle connaissait, ou du moins en qui elle avait confiance. J'ai commencé par les réseaux sociaux de Vanessa, parcourant des mois de publication. La version publique montrait une élève parfaite, avec des notes parfaites et des amis parfaits. Des photos soigneusement sélectionnées lors de tournois de débat et d'événements caritatifs. Mais les réseaux sociaux mentent, surtout pour les adolescents de familles aisées qui
qui comprennent que tout ce qu'ils publient devient une preuve de leur caractère. J'avais besoin de voir ce que Vanessa pensait vraiment, à qui elle parlait vraiment, ce qu'elle cachait à ses parents. J'ai appelé une faveur à un hacker nommé Desmond, qui me devait une pour ne pas l'avoir dénoncé lors d'une affaire précédente. Il pouvait accéder aux messages supprimés et aux comptes privés que la plupart des gens supposaient complètement effacés. Desmond a rappelé 40 minutes plus tard avec une information qui a fait basculer toute l'affaire. Vanessa avait un compte Instagram secret sous le nom de V.Airedale23, privé et caché des recherches familiales. Elle avait échangé intensivement des messages avec quelqu'un nommé Drew Thompson officiel au cours des 3 derniers mois. La conversation avait commencé amicalement, lui complimentant ses performances en débat qu'il avait apparemment regardées en ligne. Puis c'était devenu plus personnel, lui demandant des nouvelles de sa famille, de ses projets d'avenir et si elle se sentait piégée par les attentes. Vanessa s'était ouverte d'une manière qui suggérait que Drew la comprenait d'une manière que sa famille ne faisait pas, parlant de la pression d'être parfaite et de la peur de décevoir les gens. Les messages de la semaine dernière montraient Drew suggérant qu'ils se rencontrent en personne, qu'il avait quelque chose d'important à lui dire sur son père. Vanessa avait hésité au début, disant que ses parents ne lui permettraient jamais de rencontrer quelqu'un qu'il n'avait pas préalablement vérifié. Drew avait dit qu'il s'agissait de son père, spécifiquement d'informations que Laurent cachait et qui changeraient la façon dont Vanessa voyait sa famille. Il avait dit qu'elle méritait de connaître la vérité avant d'aller à Princeton et de devenir partie prenante du même système qui protégeait des gens comme Laurent. Vanessa avait accepté de le rencontrer lundi après l'école. Le dernier message d'elle, envoyé à 15h12, disait qu'elle marchait vers le parking et qu'elle voyait sa voiture. J'ai passé le nom de Drew Thompson dans toutes les bases de données auxquelles j'avais accès. Rien. Le compte Instagram datait à peine de 2 mois, avec des photos génériques et aucune réelle information personnelle. L'email attaché au compte était un jetable créé via un VPN qui masquait la localisation réelle. Ce n'était pas un adolescent quelconque que Vanessa avait rencontré en ligne. C'était quelqu'un qui construisait délibérément une fausse identité pour gagner sa confiance. Quelqu'un qui avait suffisamment étudié sa famille pour savoir quelle vulnérabilité exploiter. Quelqu'un qui avait spécifiquement mentionné Laurent par son nom, l'utilisant comme appât pour isoler Vanessa. J'ai appelé Philippine à 4h du matin et lui ai parlé de Drew Thompson. Elle a dit que ce nom ne lui disait rien, qu'elle n'avait jamais entendu Vanessa mentionner qui que ce soit nommé Drew. J'ai demandé si Laurent avait des ennemis, quelqu'un ayant une rancune qui pourrait s'en prendre à sa fille. Philippine a ri amèrement et a dit que Laurent avait bâti toute sa carrière d'avocat sur la destruction des gens au tribunal, qu'il représentait des entreprises contre des employés, des propriétaires contre des locataires et des compagnies d'assurance contre des victimes d'accidents. Elle a dit que la moitié de la ville avait probablement des raisons de le haïr, mais qu'elle ne pouvait pas imaginer qui irait après Vanessa au lieu de s'en prendre directement à Laurent. J'ai dit que c'était exactement le but. S'attaquer directement à Laurent déclencherait une réponse policière immédiate et une protection juridique, mais prendre sa fille créait une douleur maximale avec moins de risques immédiats. Qui que soit vraiment Drew Thompson, il avait compris que le moyen le plus rapide de détruire Laurent Harrington passait par sa famille. Philippe a demandé ce que nous devions faire, et j'ai dit que nous devions le dire immédiatement à la police, qu'il s'agissait d'un enlèvement, pas d'une fugue. Elle était d'accord, mais a dit que Laurent devrait passer l'appel parce que la police ne la prendrait pas au sérieux sans qu'il ne soutienne l'histoire. La conversation avec Laurent a eu lieu à 6h du matin, dans son bureau qui surplombait la ville depuis le dernier étage de son immeuble de bureau. J'y étais allé en voiture, sachant qu'il essaierait de me mettre dehors, mais Philippine avait appelé à l'avance et lui avait dit que j'avais des informations sur Vanessa. Il était assis derrière son bureau en acajou, portant encore les vêtements de la veille, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Le célèbre Laurent Harrington, qui commandait les salles d'audience et terrifiait les avocats adverses, avait l'air épuisé et effrayé. Il a fait un geste pour que je m'asseye sans rien dire sur le dîner de Thanksgiving, mes choix de carrière ou le nom de la famille. J'ai exposé tout ce que j'avais trouvé. Le compte Instagram secret, les messages avec Drew Thompson, la rencontre planifiée, la Camry argentée capturée sur la caméra de sécurité de l'école. Laurent avait écouté sans m'interrompre, les mains à plat sur le bureau. Quand j'ai eu fini, il a demandé pourquoi quelqu'un ciblerait Vanessa pour l'atteindre, lui. J'ai dit qu'il connaissait ses propres ennemis mieux que moi, qu'il devait réfléchir aux affaires où il avait gagné en détruisant la vie de quelqu'un. Il a dit que cela décrivait la majeure partie de sa carrière, que le droit des sociétés consistait à écraser les individus qui défiaient les institutions puissantes. Je lui ai demandé de se concentrer sur les affaires de l'année dernière, des gens qu'il avait spécifiquement menacés, lui ou sa famille. Laurent
Laurent a ouvert ses dossiers d'affaires et a commencé à faire défiler, murmurant des noms et des dates. Il s'est arrêté sur une affaire datant de 8 mois, un procès pour licenciement abusif, où il avait représenté une compagnie pharmaceutique contre un lanceur d'alerte nommé Gerald Thompson. Le nom Thompson a glacé mes mains. Laurent a dit que Gerald Thompson avait accusé la compagnie d'avoir falsifié des données d'essais de médicaments, que Laurent avait détruit sa crédibilité en révélant les antécédents de dépression et de médication de Thompson. Thompson avait tout perdu, son travail, sa réputation, son mariage. Il avait envoyé des lettres de menaces à Laurent que la sécurité avait rejetées comme une rage vide d'un adversaire vaincu. J'ai demandé si Gerald Thompson avait un fils nommé Drew, et Laurent a dit oui, que Drew Thompson avait été dans la salle d'audience pendant le procès, regardant son père être humilié. Laurent s'en souvenait parce que Drew lui avait crié dessus lors du verdict, quelque chose à propos de Laurent détruisant de bonnes personnes pour protéger des criminels en col blanc. La sécurité avait expulsé Drew du bâtiment et Laurent avait déposé une ordonnance restrictive que Drew avait violée 2 fois. Mais finalement, Drew avait cessé de prendre contact et Laurent avait supposé qu'il avait tourné la page. Cela faisait 6 mois. Maintenant, Drew avait Vanessa et nous n'avions aucune idée d'où. La police a pris l'affaire au sérieux une fois que Laurent eut appelé avec des preuves d'enlèvement prémédité. La détective Ariana Foster est arrivée au bureau de Laurent en moins d'1 heure avec une équipe d'enquêteurs. Elle avait examiné les messages Instagram et l'enregistrement de sécurité, puis avait immédiatement émis des alertes pour la Toyota Camry argentée. Elle avait dit qu'il vérifiait les adresses connues de Gerald Thompson et examinait les enregistrements de surveillance près de l'autoroute où le téléphone de Vanessa avait émis son dernier signal. Elle avait averti que si Drew Thompson voulait se venger de Laurent, il ne serait peut-être pas intéressé par une négociation ou une rançon. Cela pourrait être lié au fait de faire souffrir Laurent en blessant Vanessa de manière irréversible. Laurent avait exigé que Foster déploie toutes les ressources disponibles, menaçant d'appeler le maire et le préfet de police si cela ne devenait pas la priorité absolue. Foster avait dit qu'ils traitaient déjà cela comme une affaire critique, mais qu'ils avaient besoin que Laurent fournisse des informations sur Gerald Thompson et leur passé. Laurent s'était tourné vers moi et avait dit que je devrais m'occuper de ce briefing puisque j'avais mené l'enquête initiale. Je l'avais regardé, confus, parce que c'était son moment de prendre le contrôle, d'utiliser ses connexions et son autorité pour sauver sa fille. Au lieu de cela, il avait admis qu'il était trop émotionnellement affecté pour réfléchir clairement, qu'il avait besoin que je travaille avec la police parce que j'avais déjà prouvé que je pouvais trouver des informations qu'il avait manquées. La reconnaissance avait semblé creuse après des années de mépris, mais j'avais accepté parce que retrouver Vanessa importait plus que les rancunes familiales. J'ai passé les 3 heures suivantes avec la détective Foster à parcourir toute l'histoire de Gerald Thompson. Ses registres d'emploi montraient un chimiste brillant qui avait travaillé pour les laboratoires Meridian pendant 15 ans avant de découvrir une manipulation de données dans un essai de médicaments. Il l'avait signalé à ses supérieurs qui avaient enterré ses inquiétudes et avaient commencé une campagne pour le discréditer. Quand Thompson était allé publiquement, Meridian avait engagé Laurent pour détruire sa crédibilité au tribunal. Laurent avait parfaitement fait son travail, dépeignant Thompson comme un théoricien du complot instable dont les accusations étaient motivées par une maladie mentale plutôt que par des preuves. Le jury avait statué contre Thompson et avait accordé à Meridian des dommages et intérêts pour préjudice moral. Thompson avait perdu sa licence pour exercer la chimie et avait été mis sur liste noire de l'industrie pharmaceutique. Sa femme avait demandé le divorce, affirmant que son obsession pour l'affaire avait détruit leur mariage. Drew Thompson, 19 ans à l'époque, avait regardé la destruction complète de son père se jouer en public. Selon les transcriptions du procès, Drew avait témoigné avec émotion sur le fait que la dénonciation de son père avait été moralement juste, même si elle avait échoué légalement. Laurent avait utilisé ce témoignage pour dépeindre Gerald Thompson comme un homme qui avait priorisé l'idéologie sur la responsabilité familiale. Foster avait localisé Gerald Thompson dans un appartement du quartier industriel où il vivait seul depuis son divorce. Les officiers l'avaient trouvé ivre-mort, entouré de coupures de journaux sur Laurent Harrington et les laboratoires Meridian. Thompson avait été incohérent lors de l'interrogatoire, affirmant initialement que Drew rendait visite à de la famille hors de l'État. Mais quand Foster lui avait montré les messages Instagram entre Drew et Vanessa, quelque chose s'était brisé dans le visage de Gerald Thompson. Il avait commencé à pleurer et à dire que cela n'était pas censé arriver, que Drew avait promis qu'il avait fini de chercher à se venger, qu'ils avaient convenu de reconstruire leur vie sans Laurent Harrington. Foster avait demandé où Drew aurait emmené Vanessa, et Gerald Thompson avait dit qu'il ne savait pas, que Drew avait
avait son propre appartement quelque part dans la ville, mais qu'il avait arrêté de donner l'adresse à son père des mois auparavant. Thompson avait dit que Drew reprochait à Laurent d'avoir détruit leur famille, qu'il était devenu obsédé par l'idée de faire ressentir à Laurent la même perte et la même impuissance que Thompson avait éprouvée. Foster avait demandé si Drew était violent et Thompson avait dit pas physiquement que Drew voulait que Laurent souffre émotionnellement et psychologiquement comme Thompson avait souffert quand sa réputation et sa carrière avaient été détruites au tribunal. La recherche de l'adresse de Drew Thompson a consumé les 6 heures suivantes. Foster avait des équipes vérifiant les registres de location, les factures d'électricité et les bases de données d'emploi. Je m'étais concentré sur les messages Instagram, cherchant tout indice sur l'endroit où Drew aurait pu emmener Vanessa. Un message mentionnait un endroit où il pourrait en parler en privé sans que personne ne les trouve. Quelque part, qui représentait tout ce qui n'allait pas dans le travail de Laurent. Vanessa avait demandé ce qu'il voulait dire et Drew avait dit qu'elle comprendrait quand elle le verrait. Cette référence cryptique semblait importante, mais je ne pouvais pas la décoder sans plus d'informations sur la façon de penser de Drew. J'avais rappelé Desmond et lui avais demandé de récupérer l'empreinte numérique de Drew Thompson de l'année dernière, tout ce qu'il avait recherché, partout où son téléphone avait émis un signal, toute activité en ligne qui pourrait révéler sa localisation. Desmond avait dit que cela prendrait du temps, mais qu'il le prioriserait. Pendant ce temps, Foster avait découvert que Drew Thompson travaillait au noir, sous de faux noms depuis le procès de son père, restant délibérément en dehors des registres officiels. Il avait économisé de l'argent et planifié quelque chose pendant des mois. La préméditation suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un enlèvement impulsif, mais d'un complot de vengeance soigneusement orchestré avec des objectifs spécifiques. Laurent arpentait son bureau, passant des appels à des contacts dans les forces de l'ordre et la sécurité privée. Il avait offert une récompense de 50 000 $ pour toute information menant au retour sain et sauf de Vanessa. Il avait engagé une firme de sécurité privée pour mener des enquêtes parallèles. Il avait demandé des faveurs à des juges et des procureurs avec lesquels il avait travaillé au cours de sa carrière. Le regarder opérer m'a rappelé pourquoi il avait eu autant de succès dans son domaine. Il savait comment mobiliser des ressources et faire pression sur les systèmes. Mais pour la première fois, je l'avais vu admettre que le pouvoir avait des limites, que l'argent et les relations ne pouvaient pas garantir la sécurité de sa fille contre quelqu'un motivé par la vengeance plutôt que par le profit. Desmond a rappelé à 19 heures avec une découverte cruciale. Il avait tracé les localisations les plus fréquentes de Drew Thompson jusqu'à un entrepôt abandonné dans la zone industrielle du front de mer. L'entrepôt avait appartenu au laboratoire Meridian jusqu'à il y a 5 ans, quand ils avaient enfermé cette installation et délocalisé la production à l'étranger. Le bâtiment était resté vide depuis, programmé pour la démolition mais retardé par des exigences de dépollution environnementale. Drew avait accédé à cet endroit régulièrement au cours des 2 derniers mois, son téléphone émettant de là-bas à des heures étranges. Desmond a dit que si Drew voulait une vengeance symbolique contre Laurent en utilisant un lieu lié à la chute de Gerald Thompson, cet entrepôt serait parfait. J'avais appelé Foster immédiatement avec l'adresse et elle avait dit qu'il mobilisait des unités tactiques pour une opération de sauvetage. Elle m'avait dit de rester en dehors de cela, que c'était maintenant une affaire de police nécessitant des négociateurs professionnels et des équipes du SWAT. Laurent se tenait à côté de moi et avait entendu les instructions de Foster. Il avait dit que nous devrions laisser la police s'en occuper, que j'en avais assez fait en trouvant l'endroit. Mais quelque chose dans sa voix suggérait qu'il ne faisait pas entièrement confiance à cette issue, qu'il était terrifié à l'idée que les procédures policières et les protocoles de négociation donnent à Drew le temps de blesser Vanessa de manière irrémédiable. J'ai pris une décision qui allait soit sauver Vanessa, soit mettre fin définitivement à ma carrière d'enquêteur. J'ai dit à Laurent que j'allais à l'entrepôt avant la police pour évaluer la situation. Il avait dit que c'était fou et illégal et que cela compromettrait la réponse officielle. J'avais dit que la police mettrait au moins 1 heure à organiser son opération, alors que Drew pourrait blesser Vanessa immédiatement s'il savait qu'ils arrivaient. J'avais dit que quelqu'un devait avoir un œil sur la situation maintenant, quelqu'un qui pourrait déterminer si Vanessa était en danger immédiat. Laurent m'avait regardé pendant un long moment avant de hocher la tête et de dire qu'il venait avec moi. Le trajet jusqu'au front de mer a pris 30 minutes dans la circulation de fin de soirée. Laurent avait appelé Foster et lui avait dit que nous allions à l'entrepôt, lui donnant notre timing pour que la police puisse coordonner son arrivée. Foster avait été furieuse, disant que nous mettions en danger Vanessa et nous-mêmes en interférant. Laurent avait dit que nous garderions nos distances et que nous nous contenterions d'observer, sauf si Vanessa était en danger immédiat. Foster avait dit que si nous compromettions son opération, elle nous
ferait arrêter tous les deux pour obstruction. Laurent avait accepté ces conditions et avait raccroché. L'entrepôt se dressait contre le ciel du soir, une structure de béton massive avec des fenêtres brisées et des graffitis couvrant les murs inférieurs. Le parking était vide, à l'exception d'une Toyota Camry argentée garée près d'une entrée latérale. Je m'étais garé à un pâté de maison et avais éteint mes phares. Laurent et moi nous étions approchés à pied, restant dans l'ombre entre d'autres bâtiments abandonnés. La porte latérale était calée ouverte avec une brique, suggérant que Drew voulait un accès facile. J'avais sorti mon téléphone et avais envoyé un texto à Foster avec notre position exacte et la présence de la Camry argentée. Elle avait répondu en disant que les unités tactiques étaient à 15 minutes et que nous ne devions en aucun cas entrer dans le bâtiment. J'avais regardé Laurent et l'avais vu fixer cette porte ouverte avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. De la peur, une vraie terreur de ce qui pourrait arriver à sa fille à l'intérieur de ce bâtiment. Il avait chuchoté qu'il ne pouvait pas attendre 15 minutes, que chaque seconde pouvait compter si Drew blessait Vanessa. J'avais dit que nous devions être intelligents, que se précipiter pourrait aggraver la situation. Laurent avait sorti son téléphone et avait ouvert une application d'enregistrement audio. Il avait dit que si nous entrions, nous devions tout documenter pour la protection légale et les preuves. J'avais accepté et avais démarré mon propre enregistrement. Nous étions entrés par la porte latérale dans un couloir qui sentait la moisissure et la décomposition. Des panneaux de sortie de secours fournissaient un éclairage vert terne qui pénétrait à peine l'obscurité. Je pouvais entendre des voix résonner de quelque part plus profondément dans le bâtiment. Une voix masculine et une voix féminine. La voix féminine pleurait, suppliant quelqu'un de la laisser partir. Laurent m'avait saisi le bras assez fort pour faire mal, son corps entier, rigide de rage et de peur. J'avais fait apparaître sur mon téléphone un schéma du bâtiment que Desmond avait envoyé plus tôt, montrant la disposition de l'entrepôt. Les voix provenaient de l'ancienne zone de production au centre de la structure. Nous nous étions déplacés lentement dans le couloir, essayant de rester silencieux malgré les débris qui crissaient sous nos pieds. Les voix sont devenues plus claires à mesure que nous approchions de la zone de production. Je pouvais entendre Drew Thompson maintenant, son ton calme et contrôlé. Il disait à Vanessa l'affaire de son père, décrivant en détail comment Laurent avait utilisé les antécédents médicaux de Gerald Thompson contre lui au tribunal. Il expliquait comment Laurent avait délibérément dépeint son père comme mentalement instable plutôt que de traiter les preuves réelles de fraude pharmaceutique. Drew a dit que Laurent avait détruit la vie d'un homme bon pour protéger des criminels en col blanc qui avaient falsifié des essais de médicaments pouvant blesser des gens. Vanessa pleurait et disait qu'elle ne savait rien de tout cela, que son père ne parlait jamais de ses affaires à la maison. Drew avait dit que c'était ça le problème, que Laurent compartimentait sa destruction des vies des gens pour pouvoir dormir la nuit. Il avait dit que Vanessa devait comprendre qui était vraiment son père avant de le suivre dans le même système corrompu. Il avait dit que Princeton et la faculté de droit feraient d'elle une autre Laurent Harrington, quelqu'un qui protège les puissants en écrasant les impuissants. Il voulait qu'elle rejette cette voie et l'aide à exposer ce que Laurent avait fait. Laurent et moi avions atteint un point de vue d'où nous pouvions voir la zone de production sans être visibles nous-mêmes. L'espace était immense, de vieilles machines créant des ombres partout. Au centre, sous un puits de lumière, Vanessa était assise sur une chaise en métal, les mains attachées dans le dos avec des liens en plastique. Elle n'avait pas de blessure visible, mais son visage était rouge d'avoir pleuré et elle regardait autour d'elle frénétiquement. Drew Thompson se tenait devant elle tenant un téléphone, enregistrant une vidéo d'elle pendant qu'il parlait. Il ressemblait exactement aux photos de son procès de son père, la vingtaine, avec des cheveux foncés et des yeux intenses qui suggéraient l'obsession plutôt qu'une pensée rationnelle. Drew expliquait qu'il allait diffuser la vidéo de Vanessa dénonçant la corruption de son père, que cela deviendrait viral et détruirait la réputation de Laurent plus efficacement qu'un procès. Il avait dit que la voix de Vanessa condamnant Laurent depuis l'intérieur d'un entrepôt des laboratoires Méridian serait une justice poétique, utilisant la propre fille de Laurent pour exposer ses crimes. Vanessa secouait la tête et disait qu'elle ne le ferait pas, qu'elle ne savait même pas si ce que Drew disait était vrai. Drew avait dit que la vérité importait moins que la perception, que la vidéo soulèverait des questions sur l'éthique de Laurent qui le suivrait pour toujours. Laurent avait bougé avant que je puisse l'arrêter, s'avançant sur la zone de production et criant le nom de Drew. Drew s'était retourné, surpris, le téléphone lui échappant des mains. Vanessa avait hurlé pour son père et avait commencé à lutter contre les liens en plastique. Je n'avais pas eu d'autre choix que de suivre Laurent à découvert, mon téléphone enregistrant toujours tout. Drew s'était rapidement remis de sa surprise, sortant quelque chose de sa veste
geste qui avait glacé mon sang. Un couteau long et tranchant, du genre utilisé pour des usages industriels. Il le pointa vers Laurent et lui dit d'arrêter de bouger ou il trancherait la gorge de Vanessa. Laurent s'était figé, les mains levées en signe de reddition. Il avait dit que Drew ne voulait pas blesser Vanessa, que cela concernait sa souffrance à lui, pas le fait de blesser une adolescente innocente. Drew avait ri amèrement et dit que Laurent n'avait pas le droit de parler de blesser des innocents, que Laurent avait détruit son père, qui était également innocent. Il avait dit que toute la carrière de Laurent était bâtie sur la protection d'entreprises coupables, tout en démolissant les bonnes personnes qui essayaient de dénoncer les méfaits. Il avait dit qu'il était temps que Laurent connaisse la perte de la même manière que Gerald Thompson l'avait connu, regardant impuissant pendant que quelqu'un que vous aimez est détruit. J'avais calculé les distances et les angles, essayant de déterminer si je pouvais atteindre Drew avant qu'il ne blesse Vanessa. Trop loin, au moins 10 mètres, avec Drew positionné derrière la chaise de Vanessa, où il pourrait facilement mettre sa menace à exécution. J'avais dit le nom de Drew et il avait déplacé son attention vers moi. J'avais dit que je connaissais l'affaire de son père, que j'avais lu toutes les transcriptions du procès et les preuves. J'avais dit que Gerald Thompson avait eu raison concernant les laboratoires Meridian falsifiant les données, que le médicament en question avait été retiré du marché plus tard, après que de multiples patients aient souffert d'effets secondaires graves. J'avais dit que le père de Drew avait été un lanceur d'alerte essayant de protéger les gens et que Laurent l'avait détruit pour cela. Laurent s'était tourné vers moi, choqué, et j'avais vu l'expression de Drew changer de rage à confusion. Drew avait demandé comment je savais pour le retrait du médicament, et j'avais dit que je l'avais recherché après avoir appris l'affaire Thompson. J'avais dit que la FDA avait discrètement retiré le médicament 2 ans après le procès, citant des préoccupations de sécurité qui correspondaient exactement à ce que Gerald Thompson avait signalé. J'avais dit que les laboratoires Meridian avaient payé des millions en règlements à des patients qui avaient été blessés, bien que ces règlements aient été scellés et jamais rendus publics. J'avais dit que le père de Drew avait eu raison sur tout et que Laurent avait aidé à étouffer l'affaire. Laurent avait commencé à argumenter, mais je l'avais coupé en disant que ce n'était pas le moment d'un débat juridique, que nous devions nous concentrer sur la sécurité de Vanessa. Drew avait baissé le couteau légèrement et dit que la justification de son père ne signifiait rien si personne n'était au courant, que Meridian et Laurent avaient réussi à enterrer la vérité. J'avais dit que c'était à cela que servait le journalisme et les enquêteurs, que je pouvais aider Drew à exposer ce qui s'était passé sans blesser Vanessa. J'avais dit que blesser la fille de Laurent ne rendrait pas justice à Gerald Thompson. Cela ferait juste de Drew un criminel qui irait en prison tandis que Laurent resterait libre. Drew avait semblé déchiré, le couteau toujours dans sa main, mais plus pointé vers Vanessa. Il avait dit qu'il avait passé des mois à planifier cela, qu'il avait construit la fausse identité et gagné la confiance de Vanessa, spécifiquement pour faire souffrir Laurent. J'avais dit que je comprenais cette impulsion, que Laurent avait rendu ma propre vie difficile de différentes manières. J'avais dit que je savais ce que cela faisait d'être rejeté et rabaissé par Laurent Harrington. Drew avait demandé ce que je voulais dire et j'avais expliqué que j'étais le neveu de Laurent, qu'il avait passé des années à me dire que j'étais une honte pour la famille. J'avais dit qu'aider Drew à exposer la vérité sur l'affaire de son père serait ma propre vengeance contre la corruption de Laurent. Laurent avait crié que je mentais, essayant de manipuler Drew. Je l'avais ignoré et avait dit à Drew que j'avais des preuves sur d'autres affaires où Laurent avait protégé des méfaits d'entreprise, que l'affaire Thompson n'était pas isolée. J'avais dit que si Drew laissait partir Vanessa et venait avec moi pacifiquement, je l'aiderais à construire une affaire légitime qui blesserait réellement la réputation et la carrière de Laurent. J'avais dit que nous pourrions exposer des schémas de corruption qui mèneraient à la radiation du barreau et à des poursuites pénales. Drew avait écouté attentivement, puis avait demandé pourquoi il devrait me faire confiance alors que j'étais de la famille de Laurent. J'avais dit que le fait que Laurent me détestait prouvait de quel côté j'étais, que la loyauté familiale ne signifiait rien face à quelqu'un qui valorisait la réputation plus que la moralité. J'avais dit que diffuser une vidéo d'une adolescente traumatisée n'accomplirait pas les objectifs de Drew, mais qu'une enquête bien documentée sur la carrière de Laurent pourrait le détruire légalement et professionnellement. Drew avait regardé Vanessa, qui observait cet échange avec des yeux grands ouverts et terrifiés. Il lui avait demandé si elle me croyait, et Vanessa avait hoché frénétiquement la tête en disant « S'il te plaît, laisse-moi juste rentrer à la maison ». Le couteau s'était lentement abaissé, et Drew s'était éloigné de la chaise de Vanessa. Il avait dit qu'il réfléchirait à mon offre, mais qu'il avait besoin de garanties que Laurent n'utiliserait pas ses connexions pour tout enterrer. J'avais dit que je ne pouvais rien garantir, mais que je promettais de travailler à exposer la vérité sur l'affaire de
de Gerald Thompson, quelles qu'en soient les conséquences. Drew était en train d'acquiescer quand la zone de production s'est soudainement remplie de points rouges laser provenant des fusils de l'équipe tactique braqués sur lui depuis plusieurs directions. La voix de la détective Foster par haut-parleur avait ordonné à Drew de lâcher l'arme et de s'éloigner de l'otage. Tout s'est passé en quelques secondes. Drew avait paniqué et avait attrapé Vanessa, la relevant de la chaise avec le couteau contre sa gorge. Foster avait crié pour qu'il la relâche. Laurent avait hurlé le nom de Vanessa. J'avais bougé sans réfléchir, réduisant la distance entre Drew et moi pendant qu'il était distrait par la présence de la police. J'avais attrapé son bras tenant le couteau et l'avais tordu fort, utilisant des techniques que j'avais apprises pendant ma brève considération d'une carrière dans les forces de l'ordre. Le couteau était tombé sur le sol en béton et Drew avait repoussé Vanessa loin de lui tout en essayant de briser ma prise. Les officiers tactiques avaient envahi la zone de production immédiatement, séparant Drew de Vanessa et le menottant. Foster avait atteint Vanessa la première, coupant les liens en plastique et vérifiant si elle était blessée. Vanessa s'était effondrée dans les bras de son père, sanglotant, tandis que Laurent la serrait fort et répétait qu'elle était en sécurité. Les officiers m'avaient éloigné de Drew et avaient vérifié mes mains pour des blessures suite à la lutte pour le couteau. J'avais une entaille superficielle sur la paume où la lame m'avait atteint, mais rien de grave. L'adrénaline avait été si intense que je n'avais pas senti la douleur avant de voir le sang. Foster avait été furieuse, se mettant face à moi à propos de la compromission de son opération et du fait d'avoir failli tuer tout le monde. Elle avait dit que j'avais de la chance que le résultat ait été positif, ou elle m'aurait inculpé pour ingérence criminelle. Laurent l'avait interrompu et avait dit que j'avais sauvé la vie de Vanessa en gardant Drew calme jusqu'à l'arrivée de la police, que ma négociation avait empêché Drew de blesser Vanessa quand les équipes tactiques étaient intervenues. Foster avait dit que c'était une interprétation généreuse d'un comportement téméraire, mais qu'elle prendrait ma déposition et déciderait plus tard si des poursuites étaient appropriées. L'ambulance avait emmené Vanessa et Laurent à l'hôpital pour une évaluation malgré l'insistance de Vanessa, disant qu'elle allait physiquement bien. Je les avais regardés partir avant de donner ma déposition à Foster. Je lui avais raconté tout ce qui s'était passé à l'intérieur de l'entrepôt, y compris mon aveu à Drew concernant l'aide à exposer les affaires corrompues de Laurent. Foster avait dit que cette conversation devrait être examinée attentivement, que j'avais peut-être fait des promesses que je ne pourrais pas légalement tenir. J'avais dit que j'avais pensé chaque mot et que je suivrais regardless des complications légales. Drew Thompson avait été inculpé pour enlèvement, séquestration et agression avec une arme mortelle. Gerald Thompson avait été inculpé comme complice pour ne pas avoir signalé les plans de son fils à la police. L'affaire avait fait la une des journaux parce que l'implication de Laurent Harrington signifiait un examen médiatique à la fois de l'enlèvement et de l'affaire sous-jacente de fraude pharmaceutique. Les journalistes avaient creusé le procès Meridian et avaient trouvé les mêmes preuves que j'avais mentionnées concernant le retrait du médicament du marché. Des questions avaient émergé sur pourquoi Laurent n'avait pas subi de conséquences professionnelles pour avoir défendu une entreprise qui avait falsifié des essais de médicaments. L'Ordre des avocats de l'État avait ouvert une enquête sur la conduite de Laurent dans l'affaire Thompson. Plusieurs de ses autres affaires de défense d'entreprise étaient passées en revue alors que des schémas de protection de méfaits évidents devenaient publics. La réputation de Laurent avait subi des dommages qu'aucune quantité de relations ou d'influence ne pouvait réparer. Certains clients l'avaient lâché, tandis que d'autres étaient restés fidèles. Mais l'éclat d'être un avocat prestigieux s'était terni définitivement. Laurent avait dû engager ses propres avocats pour lutter contre de potentielles procédures de radiation. J'avais rendu visite à Vanessa à l'hôpital le jour après son sauvetage. Elle était assise dans son lit, ayant l'air épuisée mais indemne. Laurent et Philippine étaient là, et Laurent était sorti dans le couloir à mon arrivée, nous laissant seuls tous les trois. Vanessa m'avait remercié d'avoir sauvé sa vie et s'était excusée d'avoir été assez naïve pour faire confiance au message de Drew Thompson. J'avais dit qu'elle avait été ciblée par quelqu'un qui avait soigneusement planifié pour exploiter ses vulnérabilités, que la manipulation n'était pas de sa faute. Philippine m'avait pris dans ses bras et avait dit que la famille me devait des excuses pour des années de mauvais traitements. Laurent était revenu dans la chambre et avait demandé à me parler en privé. Nous nous étions rendus dans une salle d'attente où il se tenait les mains dans les poches, l'air mal à l'aise. Il avait dit qu'il me devait plus que des remerciements pour avoir retrouvé Vanessa, qu'il me devait la reconnaissance que j'avais eu raison concernant mon parcours professionnel. Il avait dit que mes compétences d'enquêteur avaient accompli ce que son expertise juridique et ses relations n'avaient pas pu, que j'avais utilisé la recherche et l'analyse d'une manière qui comptait plus que les arguments en salle d'audience. Il avait dit qu'il avait eu tort de me traiter de honte pour la famille. J'avais dit que je n'avais plus besoin de son
approbation, que j'avais bâti une carrière en aidant les gens à trouver la vérité même quand les systèmes et les institutions essayaient de la cacher. J'avais dit que la différence entre nous était que j'utilisais l'enquête pour exposer la corruption, alors qu'il utilisait la loi pour la protéger. Laurent avait tressailli, mais avait acquiescé et dit que c'était une critique juste. Il avait demandé si je pensais ce que j'avais dit à Drew concernant l'exposition de ses affaires corrompues. J'avais dit oui, que j'avais déjà commencé à rassembler des preuves sur des affaires où Laurent avait défendu des méfaits évidents d'entreprise. Il avait dit que faire cela détruirait ce qui restait de sa carrière. Et j'avais dit que c'était le but. Laurent avait demandé s'il y avait un moyen de rectifier cela sans le détruire complètement. J'avais dit qu'il y avait une option. Il pouvait coopérer avec les enquêtes de l'ordre, admettre les fautes dans les affaires où il avait sciemment protégé la fraude et travailler à réformer les pratiques de défense d'entreprise. Il avait dit que ce serait un suicide professionnel et j'avais dit que l'alternative était que je diffuse tout ce que je trouverais à des journalistes et des procureurs, ce qui serait pire. Il avait dit qu'il y réfléchirait et j'avais dit qu'il avait une semaine pour décider avant que je commence à rendre mes preuves publiques. Le Philadelphia Inquirer a publié mon article sur la carrière de Laurent Harrington, défendant la fraude d'entreprise 6 jours plus tard, après que Laurent eut refusé de coopérer avec ma proposition. L'article détaillait 5 affaires où Laurent avait représenté des compagnies accusées de méfaits graves, y compris l'affaire pharmaceutique Thomson. Chaque cas montrait un schéma de Laurent utilisant des technicalités légales et des tactiques agressives pour détruire les lanceurs d'alerte plutôt que de traiter les preuves sous-jacentes. L'Ordre des avocats de l'État a élargi son enquête et a finalement suspendu la licence de Laurent en attendant un examen d'éthique complet. Gerald Thompson m'a contacté par l'intermédiaire de son avocat, demandant de l'aide pour faire appel de son affaire originale. J'avais accepté d'aider et, au cours des mois suivants, nous avions construit une présentation complète de preuves montrant que les laboratoires Meridian avaient effectivement falsifié des données d'essais de médicaments. La FDA avait été forcée de rouvrir son enquête et avait finalement condamné Meridian à des millions d'amendes tout en exigeant des études de sécurité supplémentaires. La réputation professionnelle de Gerald Thompson avait été partiellement rétablie, bien que les dommages à sa vie et à son mariage soient restés permanents. Drew Thompson avait été condamné à 8 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Pendant son audience de condamnation, il s'était excusé directement auprès de Vanessa et avait dit que ses actions avaient été mauvaises, malgré ses griefs légitimes envers son père. Vanessa avait soumis une déclaration d'impact de victime, disant qu'elle pardonnait Drew et comprenait sa douleur, bien qu'elle vivrait avec le traumatisme de l'enlèvement pour toujours. Le juge avait considéré à la fois les remords sincères de Drew et la gravité de ses crimes pour déterminer la sentence. J'avais reconstruit ma relation avec la plupart de la famille Harrington, sauf Laurent, qui était devenu de plus en plus isolé alors que ses ennuis juridiques augmentaient. Philippine avait divorcé de lui après que l'étendue complète de sa faute professionnelle soit devenue publique. Vanessa avait reporté Princeton d'1 an pour se remettre émotionnellement et envisageait maintenant d'étudier le journalisme au lieu du droit, disant qu'elle voulait exposer la corruption plutôt que la défendre. Elle m'envoyait régulièrement des messages me demandant des techniques d'enquête et comment rechercher des histoires difficiles. Mon entreprise d'enquête avait considérablement grandi après la publicité liée à la découverte de Vanessa et à l'exposition de la carrière de Laurent. J'avais engagé 2 associés et déménagé dans un véritable bureau en centre-ville. La plupart de mes affaires concernaient désormais les méfaits d'entreprise et la protection des lanceurs d'alerte, utilisant mon expérience de l'affaire Thomson pour aider les gens qui avaient été détruits pour avoir dit la vérité. Le nom de Laurent Harrington ouvrait encore des portes dans mon travail. Mais maintenant, parce que les gens savaient que j'avais été prêt à enquêter sur ma propre famille quand la justice l'exigeait. 3 ans après avoir retrouvé Vanessa, j'ai reçu une lettre de Laurent. Il avait été radié définitivement et travaillait comme consultant juridique depuis chez lui. Il écrivait que me regarder construire une carrière sur l'intégrité l'avait fait reconsidérer tout ce qu'il avait valorisé. Que la quasi-mort de Vanessa avait finalement brisé son déni concernant sa propre corruption, qu'il passait ses années restantes à essayer d'aider à réformer les pratiques de défense d'entreprise en consultant des comités d'éthique. Il disait qu'il comprenait que je ne lui pardonnerais peut-être jamais des années de mépris, mais qu'il voulait que je sache que j'avais eu raison sur le genre de travail qui comptait réellement. J'ai classé la lettre sans répondre parce que certaines excuses arrivent trop tard pour réparer ce qui est brisé. Vanessa a publié sa première enquête majeure le mois dernier, exposant la fraude d'une compagnie pharmaceutique dans une histoire qui aurait rendu son grand-père fier.